Bonjour tout le monde, merci d'être venu à Squeaky. Je vais profiter voilà, que je suis à Devox cette année, j'ai fait une conférence hier sur Scala et Dynamic Assembler. Mais là, je vais parler de quelque chose qui a rien à voir. Je vais parler d'un petit projet qu'on a open sourcé hier dans mon équipe à Criteo. Donc moi, je suis Guillaume Bord, je travaille à Criteo, je suis Dev Lead Analytics Product. Une équipe qui fait qui développe des solutions qui n'existent pas soit en open source, soit dans le marché, pour analyser les données big data de Criteo à notre échelle, c'est-à-dire énorme. Et je ne sais pas qui connaît Play Framework ici. Voilà. Donc oui, j'ai aussi créé Play Framework ces dernières années. Il y a une chose qui me tenait beaucoup à cœur quand j'ai créé Play Framework, c'est d'améliorer le workflow de développement d'une application web en Java. Donc il y a eu deux versions de Play Framework, hein. Il y a eu Play Framework 1 où il y avait la killer feature, et je pense que ce qui a fait un peu le succès du framework par rapport à l'existant à l'époque, c'est qu'il y avait le rechargement automatique du code Java. Donc ça, c'était vraiment un truc qui n'existait pas du tout dans le, mode Java, dans le monde Java. Mais c'était un petit peu hacké, c'était dans le cœur du framework, il lisait le fichier Java, il y avait un compilateur dans le framework qui compilait à la volée le Java en classe, et voilà. Donc ça marchait bien, ça a amélioré beaucoup la productivité de développement d'applications web en Java, mais c'était un petit peu hacké. Quand on a fait la version 2, Play 2, qu'on a fait avec TypeSafe, qui était un projet un peu plus conséquent avec plus de développeurs, j'ai essayé de repenser ça et de ressortir cet aspect rechargement à chaud du framework lui-même et de le mettre dans le système de build. Donc le système de build à l'époque c'était SBT. Et on avait aussi intégré tout ce qui était rechargement à chaud des assets, donc tout le asset data pipeline, le JavaScript, les CSS, voilà. Tout ça, c'était bien. Et on avait encore un bon workflow de développement, cette fois-ci en Scala, compilation du JavaScript, du stylus ou du less, je ne me rappelle plus. Mais tout ça, c'était un petit peu hardcodé encore dans le framework, dans le système de build, et c'était utilisable qu'avec Play. Et quand je suis arrivé à Criteo, euh, j'ai vu beaucoup d'équipes qui travaillaient avec beaucoup de technologies différentes, pas forcément des frameworks aussi full stack que Play. Et donc cette partie, elle n'était pas du tout prise en charge. Du coup, euh, en réfléchissant un petit peu, en prenant un peu de recul sur ce que j'avais fait auparavant, je me suis dit, mais finalement, tout ce que j'ai fait avec Play, ce workflow dev que moi j'adore et qui en général plaît beaucoup parce que il y a des centaines, voire des milliers de développeurs qui l'utilisaient avec Play 2 et qui étaient satisfaits. Je me suis dit, doit pouvoir l'extraire et le rendre encore plus agnostique de la technologie. Et en faire un outil qui apporte ce workflow dev, quelle que soit la techno serveur, quelles que soient les techno front. Notamment quelles que soient les techno front, parce que le problème de ce que j'avais fait avec Play, c'est que c'était vraiment intégré dans le framework. Et si bon, le back-end en Play, c'est du Scala, c'est assez connu. Le front-end, par contre, à l'époque, j'avais fait des choix de techno de l'époque. Et en gros, vous savez, si vous faites un peu de front dev ou full stack, vous savez que les techno front, elles changent à peu près toutes les 6 mois et que 6 mois après, c'était totalement has-been ce qu'on avait choisi, quoi. C'était du less alors que les gens faisaient du stylus, c'était du JavaScript closure Google alors que les gens faisaient du TypeScript, enfin ça allait pas. Et donc l'idée c'est de ressortir tout ça, d'en faire un outil totalement agnostique des technos. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un projet Loop. J'ai décidé de faire un projet plutôt Java. euh, Parce que je me suis dit qu'à Devox, il y a beaucoup de développeurs qui font du Java, donc pourquoi pas. Donc un projet Java, je vais prendre alors dans Loop. Donc ça a été open sourcé, c'est sur le GitHub de Criteo. La documentation est là. C'est un outil qui est NPM, on l'installe avec NPM install, voilà, soit globalement, soit localement au projet. Et en fait, l'outil va gérer le workflow de développement de votre projet. Donc si je fais un petit projet basique en Java, donc en gros, je fais un projet Maven standard, donc voilà, donc c'est src, main et Java. Je copie donc cet exemple, il est dans la distribution de Loop et sur notre GitHub, donc vous pouvez le regarder après sur le GitHub directement. Mais là, pour faire pas à pas, je vais vous montrer directement. Donc src, main, Java. J'ai qu'un fichier source, src Java. Je vais le copier dans src, main, Java. Voilà. Je vais copier aussi le pom.xml.
Donc je le fais avec Maven, mais encore une fois, ça n'a aucun rapport avec Maven. Ça peut marcher avec Maven, ça peut marcher avec SBT, ça peut marcher avec un truc qui n'est pas sur la JVM. Ça n'a aucun rapport, vous allez comprendre. Donc je le copie ici. Donc normalement, ce projet, si je lance Maven, bon là ça marche pas, mais si je lance Maven compile, ça compile, voilà, un truc. Et à partir de là, je peux faire un Java. Donc je vais lancer mon éditeur ici. Je vais vous montrer le code de mon serveur Java, ce qui n'est pas le but de la présentation, mais j'utilise le serveur Sun là, embarqué. Voilà, c'est un petit serveur tout bidon. C'est pas très intéressant. Je vais changer ici, tiens. Je vais commenter ça et mettre un truc. Voilà, hello devoxfr. Donc ce serveur, je le recompile. Et puis je peux le lancer avec java-cp target classes loop.example.server par exemple. Et puis je mets un port, alors 80-80. Donc voilà, ça me fait un super serveur. Et maintenant, mon workflow de dev, à quoi il va ressembler? Je vais modifier mon code Java. Donc là, je le fais dans Atom, mais bon, je peux le faire dans un IDE, genre Eclipse. Et puis, je vais mettre un point d'exclamation, donc voilà ça. Et puis, forcément, si je refresh ici, je ne vais pas avoir ma modification, parce qu'il faut que je recompile avec Maven et que je relance mon serveur. Donc tout l'objectif de Loop, c'est d'industrialiser ce workflow et qu'il le fasse pour vous, en fait. Donc, je vais loopifier mon projet d'exemple. Alors, loopifier, c'est je fais un petit fichier qui s'appelle devloop.js. Je vais regarder ma doc. À quoi ça ressemble un fichier loop? C'est un fichier où je déclare les différentes tâches qui composent mon workflow de développement. Il y a deux tâches qui sont obligatoires. C'est une tâche proxy qui va démarrer un reverse proxy devant votre appli et qui va intercepter les appels et lancer le script de build s'il y a besoin. Et une tâche serveur qui est obligatoire aussi. Donc là, ça lance un serveur Python, mais moi je vais lancer donc java-cp target classes et puis loop.example.server, voilà. Donc je mets simplement ma commande, voilà. Et donc là, ça va démarrer. Donc là, je déclare une tâche proxy qui va démarrer un proxy. La tâche proxy dépend de la tâche serveur. La tâche serveur lance ça. Donc là, à la place, maintenant, normalement, oui, le HTTP port ici, il est injecté par loop. C'est un port HTTP disponible sur le système random. Voilà. Je peux mettre aussi un port en dur, mais bon, je laisse loop décider un port parce qu'en fait, ce port-là, j'ai pas besoin de le connaître parce que l'application va tourner derrière le reverse proxy. Donc le port que je vais accéder, c'est 80-80, celui de loop. Et ensuite, le reverse proxy va accéder à mon vrai serveur. Donc si je lance loop, normalement, donc il peut y avoir de l'effet démo parce que c'est vraiment pas sec. Quoi qu'on a eu notre hackathon, mais et on disait. Donc là, on l'a pas bien vu, mais vous voyez, la première fois que j'ai rafraîchi, je suis tombé sur sur loop et puis il a lancé le serveur et quand le serveur a démarré, il a servi l'application. Alors ça ne me suffit pas parce qu'il faut aussi que j'intègre la phase de compilation. Donc je définis une étape qui s'appelle compile. Je l'appelle comme je veux. D'accord. Je vais dire compile. Et donc je vais mettre ce qu'il faut pour compiler. Donc d'ailleurs je ne vais pas utiliser run, je vais utiliser Maven. Donc Maven c'est comme run mais il va coloriser l'output de Maven. C'est un truc spécialement pour Maven. Donc et le SH c'est mvn compile. Donc ça c'est ma tâche qui lance mvn compile et je vais dire ma tâche serveur, elle dépend. Pardon. Merci. Et elle dépend de la tâche compile. Voilà. Ce qui est assez logique. Donc déjà, il faut compiler. Si la tâche compile fonctionne, je peux démarrer mon serveur. Quand mon serveur est démarré, je peux mon reverse proxy pour laisser passer les requêtes. Donc là, si je lance loop, je refresh. Donc là, il compile. Quand c'est fini, on lance le serveur, il sert mon appli. Là, j'ai déjà un workflow de dev un peu plus sympa parce que ici, si je viens modifier mon code Java, hello devoxfr, je mets France. Ah oui, là ça va rien faire. Effet démo. Ce qui est normal parce que mon loop il sait pas qu'il faut recompiler. Donc chaque tâche peut watcher des fichiers. Donc je vais dire, toi tu watch
ce qui est dans src, main, Java, étoile, étoile. Voilà. Donc ça veut dire que dès qu'un watch tout ce pattern, et dès que ça change, eh ben, relance la tâche est marquée dirty. Donc comme la tâche compile est marquée dirty, la tâche serveur qui dépend de la tâche compile est marquée dirty aussi, et le reverse proxy est marqué dirty. Donc dès que je vais changer un fichier Java, tout mon build va se relancer. Donc je ne sais pas si je vais relancer ça. Donc je recommence ma démo. Donc ça lance Maven compile. Voilà, ça lance le serveur. Et donc je reviens sur mon source Java. Et voilà. Donc comme j'ai modifié mon fichier Java, il a relancé mon... Voilà. Et du coup, j'ai un workflow de dev qui est un peu plus sympa. Et ça, c'est qu'une partie de l'histoire, parce que recompiler son back-end et relancer son serveur, c'est une partie, mais quand vous faites du front, du développement full stack avec du front, il y a aussi la même chose à faire pour le JavaScript. Alors vous écrivez peut-être pas du JavaScript standard, vous écrivez peut-être du TypeScript ou du JavaScript 2015 qu'il faut préprocesser avec Babel, ou vos CSS en stylus, ou vos CSS en less, enfin, il y a tout un tas de trucs. Donc si je prends mon exemple un peu plus complet, je vais fermer lui. Et je vais reprendre l'exemple de base de loop, qui est le Java. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce fichier qui est un peu plus rempli. J'ai ajouté plusieurs étapes. Donc je retrouve ma tâche serveur qui démarre Java, ma tâche compile qui lance Maven. Là aussi, il watch pom.xml. Ça veut dire que si je change mon pom.xml, bah c'est pareil, il va relancer Maven. Ce qui est intéressant, j'ajoute une dépendance et il relance Maven. Moi, je peux faire exactement ce que je veux en fait. Du coup, j'adopte ça vraiment à mon workflow dev. J'ai mis Webpack, donc Webpack c'est pour préprocesser les ressources JavaScript, gérer l'import, tout mettre dans un seul fichier distribution JavaScript. Stylus c'est pour préprocesser mes CSS. NPM c'est pour fetcher mes dépendances JavaScript. Donc voilà à quoi ressemble mon workflow. J'ai NPM, un mecdir pour être sûr de faire target class public. Stylus qui dépend de NPM et du mecdir. Webpack qui dépend de NPM et du mecdir, compile qui compile, machin, tout ça. Et donc si je le lance, j'ai un workflow un peu plus complet. Donc il va faire, voilà, Maven, npm install, mecdir, CSS, JavaScript, et voilà. Là j'ai une appli JavaScript, vous avez vu la super anime que j'ai faite. Alors, je vais vous montrer que ça marche. Ça c'est dans le JavaScript, c'est du super JavaScript que j'ai écrit moi-même. Ouais, ça c'est du JavaScript qui est préprocessé parce que ça, dans votre browser aujourd'hui, ça va pas être compris le import et tout ça. Donc c'est processé avec Babel, avec Webpack. Donc devoxfr. Voilà, donc je change mon JavaScript. Donc là, ce qui est intéressant, j'ai construit mon workflow dev de telle manière à dire, quand tu changes de JavaScript, c'est pas la peine de redémarrer le serveur Java, de relancer Maven. Voilà, ça ne sert à rien parce que en mode dev, tout ce qui est JavaScript, CSS, ça va être rechargé à chaud. Par contre, si je change un fichier Java, il faut pouvoir démarrer le serveur Java. Donc là, ça change juste JavaScript et voilà. Ce qui est intéressant, cette phase de proxy, c'est que si je fais à peu près n'importe quoi, comme ça, et ma tâche elle fail, oh, il arrive à faire ça. Je fais un import qui ne fonctionne pas, et ben mon reverse proxy il me bloque l'accès à l'application là, parce qu'il a forqué les process de build ils ne fonctionnent pas, et donc là je suis bloqué quoi. Ça c'est intéressant parce que vous allez me dire Webpack, il y a sûrement Webpack Watch qui va watcher les changements de fichiers, qui va faire pareil en arrière-plan. Le seul truc c'est que vous êtes focus sur votre éditeur, sur votre browser, vous faites une erreur, le truc derrière il plante, mais vous ne le voyez pas, donc il n'a pas régénéré le fichier JavaScript source, vous rafraîchissez, vous avez l'impression que ça marche, puis en fait, ça fait pas ce que vous attendez. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bon, est-ce que ça a rechargé? Est-ce que je réessaye dans 2 secondes parce que peut-être le watch il s'est pas encore lancé? Est-ce que voilà. L'idée de loop, c'était l'idée de play aussi, c'est que tout est synchrone. Quand vous rafraîchissez, vous êtes sûr qu'il va relancer à ce moment-là le build. Donc si ce que vous voyez, si ce que vous attendez, ça apparaît pas, c'est qu'il y a un truc qui s'est vraiment mal passé, quoi. Donc je me remets comme ça. Je vous montrer les CSS, c'est pareil. J'ai intégré les CSS, donc là je vais changer le vert en rouge. Ah, ça fait les rouges. Et c'est pareil, je peux faire, si je fais, alors là c'est un peu plus dur de faire péter les CSS parce que c'est assez... Oui, voilà. Donc pareil, CSS ça marche pas. Et bien sûr le Java. Donc si je fais une erreur de Java, bon, ça va pas péter ça. Donc là ça relance Maven.
Voilà. Donc ça compile pas le Java, et encore une fois, je suis bloqué, quoi, ça m'empêche d'avancer. Voilà, j'ai écoulé mon temps, mais si vous êtes intéressé, tout est open source, tout est sur cette page. C'est pas totalement sec, mais ça fonctionne déjà bien. On l'a utilisé dans notre hackathon la semaine dernière, on a eu un super workflow développement, tout le monde était content. Et l'idée, c'est d'enrichir ça avec. Donc normalement, c'est pas spécifique, on peut toujours forker n'importe quel process. J'ai une tâche aussi pour SBT qui garde un SBT résident en mémoire, donc qui accélère encore le workflow de dev quand vous faites du Scala. Et l'idée, c'est de peut-être de faire des wrappers pour tout un tas d'autres workflows et de supporter plus d'exemples et que ça devienne un outil vraiment utile pour tous les devs qui font du full stack. Voilà, merci. J'ai pas le temps de prendre des questions, mais j'attends dehors si vous avez des questions là-dessus.